Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 24 août. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le Premier ministre chef du gouvernement malien Abdoulaye Maïga à la tête d'une importante délégation augurant d'une nouvelle dynamique dans les relations entre Alger et Bamako. Conflit au Moyen-Orient à l'heure de la réactivation de la médiation pakistanaise. Donald Trump prédit l'effondrement complet de l'Iran. Téhéran réagit, mettant en garde les pays contre toute coopération avec les États-Unis dans leur campagne de pression économique. L'Iran dément le contrôle des États-Unis sur le détroit d'Ormuz, affirmant qu'un porte-conteneur iranien a franchi la ligne de blocus américaine. L'Ukraine aspire à la paix, mais ne se contentera pas de capituler devant la Russie à n'importe quel prix. C'est le message adressé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Jeter de l'huile sur le feu, c'est le commentaire du Kremlin au sujet de la décision de la Grande-Bretagne de fournir à l'Ukraine des informations classifiées sur des composants pour fabriquer des missiles de croisière à longue portée Scalp. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le Premier ministre chef du gouvernement malien Abdoulaye Maïga à la tête d'une importante délégation. Et à l'issue de l'audience accordée par le président algérien, Abdoulaye Maïga a affirmé être porteur d'un message du président malien de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans lequel il a notamment confirmé son acceptation de l'invitation adressée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour effectuer une visite officielle en Algérie. Je suis porteur d'un message de son frère, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Par ce message, le chef de l'État malien tient à exprimer sa profonde gratitude à son frère, son Excellence, le président Abdelmadjid Tebboune, suite à l'invitation qui lui a été adressée pour effectuer une visite officielle en Algérie. Le président Goïta salue ce geste comme un témoignage de fraternité et de respect mutuel, tant à son égard qu'envers le peuple frère du Mali. Il a le grand plaisir de confirmer son acceptation de cette invitation formelle. La date de cette visite officielle en Algérie sera fixée d'un commun accord par les canaux diplomatiques habituels. Les échanges ont également porté sur le destin commun et la géographie qui lie l'Algérie et le Mali, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays. Lors de cette audience, le président Abdelmadjid Tebboune nous a fait part de ses précieux et sages conseils. À cette occasion et au nom de son homologue et frère, je tiens à réaffirmer un message fondamental. Le Mali et l'Algérie partagent une réalité géographique et un destin indissociable. Ces échanges s'inscrivent en parfaite résonance avec la vision de son Excellence, le président Tebboune, qui rappelait avec justesse l'immuabilité de notre géographie commune. Cette réalité nous impose aujourd'hui une responsabilité partagée, celle d'unir nos efforts et de renforcer notre coopération stratégique afin d'assurer le développement, la stabilité et la prospérité de nos deux peuples. Ainsi, les relations algéro-maliennes s'orientent vers une nouvelle dynamique reflétant l'attachement des deux pays à bâtir un partenariat fondé sur des bases solides et bénéfique aux deux peuples. Un choix qui s'appuie sur un héritage historique enraciné et les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux pays. Sohila Akiler. Les relations
relations algéro-maliennes semblent lancées vers une nouvelle dynamique, celle du renforcement des voies de coopération et de partenariat et leur promotion vers des perspectives plus larges, reflétant ainsi l'attachement des deux pays à bâtir un partenariat fondé sur des bases solides et bénéfiques aux deux peuples. Un choix qui s'appuie sur un héritage historique enraciné et les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux parties. Cette volonté commune des dirigeants des deux pays s'illustre à travers le maintien des canaux de communication et l'aplanissement des obstacles, une approche qui repose sur le dialogue et les principes de solidarité et de bon voisinage. C'est dans cette perspective que s'inscrit la visite de travail du Premier ministre, chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, en Algérie. 2 semaines seulement après l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec le Premier ministre algérien, Sefer Rieb, sur instruction du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Cette démarche traduit l'engagement de l'Algérie à préserver ses relations avec ce pays voisin et à les mettre à l'abri de tout désaccord à travers la réconciliation. Le retour de Kamal Al-Tayeb à Bamako en qualité d'ambassadeur extraordinaire de l'Algérie au Mali, suite au retour de l'ambassadeur malien en Algérie et la rouverture de l'espace aérien du Mali au vol en provenance ou à destination d'Alger, reflète la volonté constante et résolue de l'Algérie de rétablir les relations algéro-maliennes dans leur trajectoire historique naturelle. Dans cette démarche, les deux parties s'emploient à renforcer les moyens de coordination et activer les mécanismes bilatéraux liés aux divers domaines de coopération au mieux de leurs intérêts communs. La relance des mécanismes de coopération algéro-malienne traduit la volonté de Abdelmadjid Tebboune à renforcer la dimension africaine de l'Algérie, soulignant à maintes occasions que l'Algérie a toujours été un pays frère pour le Mali. L'Algérie poursuit ainsi ses démarches diplomatiques visant à renforcer la coordination sécuritaire avec le Mali, loin de toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures de ce pays voisin. L'objectif du renforcement de la coordination sécuritaire entre les deux pays est lié à la lutte antiterroriste au Sahel, ainsi qu'à la lutte contre l'extrémisme et la criminalité transfrontalière, avec l'ambition d'œuvrer au développement des relations économiques et commerciales, en créant un environnement propice et favorable à la promotion de la coopération frontalière et au développement du continent. Conflit au Moyen-Orient, je vous en parlais en titre, les efforts de médiation reprennent de plus belle. Le chef de l'armée pakistanaise s'est rendu ce lundi à Téhéran dans le cadre d'une mission de médiation alors que les États-Unis s'apprêtaient à lancer la plus grande offensive financière jamais menée contre les partenaires commerciaux de l'Iran. Le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, Asim Munir, qui entretient des relations personnelles avec le président américain Donald Trump, est arrivé en Iran pour des entretiens. Le Pakistan a déclaré que cette visite s'inscrivait dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la paix et la stabilité régionale. Et pendant ce temps, Donald Trump affirmait sur sa plateforme Truth Social que l'Iran s'effondrait complètement à quelques heures de l'annonce des détails de sanctions économiques américaines contre Téhéran. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, ayant annoncé la veille un D-Day économique contre l'Iran pour ce lundi en référence au débarquement allié de 1944 en France. Et dans ce climat de tension, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, a mis en garde ce lundi les pays de la région contre toute coopération avec les États-Unis dans leur campagne de pression économique sur Téhéran, promettant de contrer les sanctions grâce à des capacités multilatérales. L'Amérique, c'est la même qui était censée venir en aide aux Iraniens, utilise tous les moyens à sa disposition pour les punir, et ce, pour une seule et unique raison, leur résistance aux atteintes et leur indépendance nationale, à leur souveraineté et à leur dignité. À cet égard, les avertissements nécessaires ont été et continuent d'être donnés, car toute forme de coopération avec l'Amérique dans la poursuite des actions de ces agressions contre l'Iran aura inévitablement des conséquences. L'Iran fera appel à toutes ses capacités multilatérales pour contrer les sanctions économiques. Ismail Baqai qui a tenu à clarifier la nature de l'objectif de la visite de la délégation orbanaise afin de dissiper toute confusion et toute polémique.
La visite omanaise n'a rien à voir avec celle du chef d'état-major de l'armée pakistanaise. Il s'agit d'une simple coïncidence. Elle est prévue demain. Les discussions porteront sur les relations bilatérales et sur les questions de sécurité relatives au détroit d'Ormuz et à ses voies de transit en tant que deux pays propriétaires de cette voie maritime. De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué ce lundi que Pékin suivrait de près l'évolution de la situation et prendrait les mesures nécessaires pour protéger ses droits au moment où les États-Unis s'apprêtent, je vous le rappelle, à dévoiler de nouvelles sanctions contre l'Iran. La Chine a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue, avertissant que les sanctions et les méthodes de pression ne contribueraient pas à résoudre les problèmes. Les sanctions et les pressions ne contribueront pas à résoudre le problème. Elles ne feront qu'exacerber les tensions et aggraver la situation, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. La Chine appelle toutes les parties à la raison et à la retenue, à éviter toute mesure susceptible d'intensifier les différends et les conflits, de perturber le développement économique mondial et la stabilité financière, et à reprendre au plus vite le dialogue, les négociations et la recherche d'une solution politique. La Chine suivra de près l'évolution de la situation et prendra les mesures nécessaires pour préserver ses droits et intérêts légitimes. Et je vous le disais en titre, l'Iran a démenti le contrôle des États-Unis sur le détroit d'Ormuz. Selon l'agence de presse Fars, un porte-conteneur iranien a franchi la ligne de blocus américaine et est entré dans les eaux iraniennes le jour même où Washington a annoncé le début de sa pression économique maximale sur Téhéran. Selon l'agence iranienne, le navire qui a brisé le blocus fait partie d'une flotte soumise aux sanctions du département du Trésor américain et il est actuellement amarré en Iran. L'Iran qui a annoncé avoir découvert un important gisement de gaz naturel dans la province méridionale de Fars. Le ministre iranien du pétrole, Mohsen Paknejad, a souligné que le gisement était estimé à 7,5 milliards de pieds cubes de gaz, avec un taux de récupération de plus de 72%. Grâce à Dieu, nous avons pu accroître la richesse nationale du pays en découvrant de vastes réserves de gaz dans un gisement situé au sud de la province de Fars. Plus de 7,5 TCF de gaz ont été découverts, soit en d'autres termes plus de 7,5 billions de pieds cubes. Heureusement, cet énorme volume de gaz possède une caractéristique particulièrement importante. Il s'agit de ce que nous appelons du gaz doux. Grâce à sa douceur, ce gaz contribue à réduire à la fois les coûts de développement et les coûts de production et d'exploitation. Dans l'actualité également, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 422 martyrs et 174 401 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce lundi dans de nouveaux bombardements des forces de l'occupation sioniste ayant visé notamment la ville de Khan Younis au sud, mais aussi une tente abritant des personnes déplacées près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah au centre. Mes neveux dormaient dans leur tente. Ils en avaient fabriqué une. Comme vous pouvez le voir, leur maison a été détruite lors d'une frappe au début de la guerre. Et ils ont construit une tente. Où seraient-ils allés? Ils vivent ici sous une tente. Vers 1h30 ou 1h40 du matin, nous avons entendu une roquette tomber. Nous sommes arrivés et nous les avons trouvés tous les deux. L'un est mort et l'autre est maintenant en soins intensifs. Il y a des martyrs chaque jour partout à Gaza. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la bande de Gaza. Que Dieu d'en haut nous protège.
Les forces de l'entité sioniste ont de nouveau pénétré ce lundi dans le village de Maraya, dans la campagne ouest de Deraa, au sud de la Syrie, ayant mené des intrusions illégales dans des domiciles de civils, selon les médias syriens citant des sources locales. Ces mêmes sources qui ont rapporté que 6 véhicules militaires et des soldats sionistes étaient stationnés près d'un quartier adjacent à la route principale, ce qui coïncide avec une intense activité de drones dans la zone. Et dans le conflit russo-ukrainien, une attaque imputée à la Russie contre des entrepôts dans la région d'Odessa a fait au moins 5 blessés ce lundi, selon le gouverneur régional. Une vidéo a montré des pompiers en train d'éteindre un incendie dans un grand magasin de bricolage. Et je vous le disais en titre, l'Ukraine aspire à la paix, mais ne se contentera pas de capituler devant la Russie à n'importe quel prix. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours de défi prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, alors que des dirigeants étrangers lui ont réaffirmé leur soutien. Nous devons rester unis et faire pression sur eux, l'Ukraine, l'Europe, l'Amérique et le monde. Je suis heureux que les États-Unis aient enfin compris que la Russie ne souhaite pas vraiment mettre fin à cette guerre. Je suis convaincu que l'Amérique surmontera toutes ses contradictions et ses craintes à l'égard de la Russie. Nous devons amener les Russes à la table des négociations. Des sanctions sont enfin nécessaires, des sanctions qui les feront crier de douleur. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a réaffirmé ce lundi le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine lors de sa visite à Kiev. Costa figurait parmi de nombreux dirigeants européens qui ont rejoint le président Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne pour les célébrations officielles marquant la fête de l'indépendance de l'Ukraine. We are not neutral. We are Ukrainian supporters. The international law must prevail. Le droit international doit prévaloir. La Russie ne l'emportera pas. Après plus de 4 ans de guerre totale, la Russie n'a pas atteint ses objectifs. Le bilan humain est dévastateur et les conséquences économiques désastreuses. Cet été, plus que jamais, nous constatons que la guerre épuise les ressources de la Russie. Nos sanctions sans précédent portent également leurs fruits. Nous intensifierons la pression jusqu'à ce que la Russie mette fin au massacre et démontre un véritable engagement en faveur de la paix. L'Union européenne ne peut rester neutre face à la violation du droit international. Nous ne sommes pas neutres. Nous soutenons l'Ukraine. We are Ukrainian supporters. De leur côté, les autorités russes ont fait état ce lundi de 2 enfants tués et 7 autres blessés dans une attaque menée par les forces ukrainiennes contre un centre privé pour enfants à Krasnodar. Le gouverneur a indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans des entrepôts à l'intérieur d'un centre pour enfants à la suite de la chute de débris d'un drone. Et 4 plateformes logistiques appartenant à Ozone, le 2e plus grand détaillant en ligne de Russie, situé dans le sud du pays, ont été ciblées par des attaques de drones ukrainiens, selon la société, portant à 6 le nombre d'installations visées depuis le 22 août. Вот еще один залетает на наш скот. Аллаху Акбар. Et s'agissant de la possibilité d'un soutien de l'État aux détaillants en ligne Ozone, le Kremlin a indiqué que le gouvernement travaillait avec les entreprises pour leur apporter un soutien dans une situation difficile.
En ce qui concerne les mesures de soutien, vous avez pu constater que le gouvernement suit de très près la situation. En collaboration avec les représentants du monde des affaires, il étudie et met en œuvre diverses options pour apporter son aide dans cette période difficile. L'Ukraine tente de frapper les infrastructures commerciales, poursuivant divers objectifs à travers ses actions. Le régime de Kiev n'y parvient pas. Et ici, il est important de rappeler les propos du président Poutine. Vous avez ouvert la boîte de Pandore et vous en subissez maintenant les conséquences. Ces conséquences se font sentir à Kiev jour et nuit et continueront de se faire sentir. Par ailleurs, Dmitry Peskov a souligné que la décision de la Grande-Bretagne de fournir à l'Ukraine des informations classifiées sur des composants de fabrication britannique utilisés pour fabriquer des missiles de croisière à longue portée Scalp allait jeter de l'huile sur le feu et était considéré par Moscou de manière extrêmement négative. La Grande-Bretagne attise méthodiquement et régulièrement les tensions et élabore méthodiquement et régulièrement des plans pour empêcher le moindre progrès dans le processus de règlement pacifique. Voilà ce que fait la Grande-Bretagne. Nos forces armées effectuent le travail nécessaire pour obtenir les informations pertinentes afin d'identifier les lieux de fabrication de ces missiles ainsi que les sites de production d'autres équipements militaires et prennent des mesures pour détruire ces installations. Dans l'actualité également, les droits de douane américains sur toutes les voitures et camions, les pièces automobiles et l'acier passeront à 50% à compter du 1er janvier 2027. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump dans une publication sur les réseaux sociaux ce lundi, et ce après l'échec des négociations commerciales avec le Canada. Et enfin, le commandement sud des États-Unis, Southcom, a déclaré qu'une force opérationnelle conjointe avait mené une frappe cinétique létale hier contre un navire discret opérant le long de routes présumées de trafic de stupéfiants dans l'océan Pacifique oriental. Voilà, et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.